Salut à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Donc pour ce soir, on vous propose deux sujets. Le premier sujet va être axé sur la Grande-Bretagne et donc on va rappeler que David Cameron a lancé récemment un appel à la tolérance en rendant hommage à la députée travailliste Jo Cox, sauvagement tuée donc il y a quelques jours dans la ville de Bristol, au nord de l'Angleterre. Il a rappelé que le Parlement il a rappelé donc le Parlement pour une session extraordinaire lundi. Donc on connaît tous que ces jours-ci, la Grande-Bretagne se prépare pour un référendum sur son appartenance à l'Union européenne. Donc il faut rappeler que le meurtre de Jo Cox a provoqué la suspension immédiate de la campagne de ce référendum sur justement l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne. Elle restera donc suspendue, il faut le rappeler, au moins jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qu'ont annoncé les deux camps en Angleterre ou au Royaume-Uni. Donc on va aussi parler de la seconde boîte noire de l'Airbus A320 d'Égyptair qui s'est abîmé en mer le 19 mai dernier et qui a été repêché vendredi 17 juin. Il faut rappeler aussi que l'enregistreur des voix avait été récupéré hier samedi en Méditerranée. Mais donc pour commencer, on va tout de suite vous proposer un commentaire sur l'actualité en Syrie. Là, il faut rappeler que des diplomates américains se sont réunis en groupe dissident et ont publiquement demandé à Barack Obama de bombarder le régime syrien, un affront à la politique menée depuis 5 ans par le président des États-Unis sur ce dossier. Je vous laisse tout de suite avec les détails et ce commentaire signé Dalia Karam. Juste après, on va commencer la partie débat avec au premier lieu où on va commencer avec la Grande-Bretagne et cet appel lancé par David Cameron. Un véritable défi lancé à l'administration Obama. Une cinquantaine de diplomates américains du département d'État ont formé un groupe dissident réclamant que les États-Unis frappent militairement le régime syrien. En plus d'un affront, il s'agit d'une critique sévère de la politique menée depuis 5 ans par le président Barack Obama pour tenter d'arrêter cette guerre. Le ministère américain des Affaires étrangères, piloté par le secrétaire d'État John Kerry, a reconnu jeudi soir l'existence d'un télégramme diplomatique dissident rédigé par un groupe d'employés du département d'État concernant la situation en Syrie. Son porte-parole, John Kirby, a toutefois refusé de dévoiler le contenu précis de ce texte diplomatique. Mais le Wall Street Journal et le New York Times affirmant que ce télégramme demande explicitement des frappes militaires américaines contre le régime du président syrien Bachar al-Assad. D'après le Wall Street Journal et le New York Times, le télégramme est un court mémorandum signé par 51 diplomates et employés du département d'État. Il plaide, selon le New York Times, pour un recours judicieux à des frappes de missiles ou de drones américains. Sur le fond, le mémo juge évidente et incontestable la logique morale à agir pour mettre fin aux tueries et aux souffrances en Syrie après 5 années d'une terrible guerre, selon le New York Times. Toujours d'après le quotidien américain, les responsables américains critiquent dans leur télégramme le statu quo en Syrie qui continuera de provoquer des situations de plus en plus catastrophiques humanitaires, diplomatiques et de terrorisme. La stratégie du président Obama à l'égard du conflit syrien a provoqué l'une des plus fortes polémiques en politique étrangère de son double mandat. Élu en 2008, prix Nobel de la paix l'année suivante, le dirigeant démocrate est un grand sceptique de l'interventionnisme militaire. Il s'est ainsi efforcé d'extirper l'Amérique des 2 guerres démarrées sous la présidence du républicain George W. Bush, l'Irak et l'Afghanistan. Très réticent à mettre le doigt dans un nouveau conflit, au Moyen-Orient, Barack Obama avait renoncé à la dernière minute à l'été 2013 à bombarder des infrastructures du régime de Damas, malgré le fait
que l'armée syrienne avait utilisé des armes chimiques contre des civils en août de cette année-là. Dans les mois précédents, le président américain avait promis d'agir contre la Syrie en cas de franchissement d'une telle ligne rouge. La Russie a critiqué vendredi l'appel d'une cinquantaine de diplomates américains dissidents à frapper militairement le régime syrien, soulignant que cette initiative allait à l'encontre des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU sur la Syrie. Une tentative de faire chuter le régime syrien n'aiderait pas à combattre le terrorisme et plongerait la région dans un chaos total, a pour sa part estimé le porte-parole du Kremlin. Le ministère russe de la Défense a quant à lui exprimé sa préoccupation face à cet appel. Selon le porte-parole du ministère, s'il y a au moins une parcelle de vérité dans les informations sur cette initiative de diplomates américains, cela ne peut que susciter la préoccupation de raisonnable. NileTV, c'est l'Égypte, son histoire et sa civilisation, mais c'est aussi l'Égypte moderne, celle que vous connaissez sûrement beaucoup moins. Une chaîne où on parle d'information, de culture, d'art ou d'histoire. NileTV, c'est aussi une chaîne qui vibre au rythme du sport. Toutes les grandes compétitions nationales et internationales, c'est ici que ça se passe. Retrouvez-nous sur le terrain pour des reportages qui couvrent toute l'actualité locale ici en Égypte. Expositions, concerts, spectacles, toute la culture sur NileTV International. NileTV, c'est la chaîne qui vous fait vivre à l'heure égyptienne. NileTV aborde tous les thèmes qui vous intéressent. Infos, débats ou analyses, c'est sur NileTV International. NileTV International, c'est la voix francophone de l'Égypte. Le nouveau canal de Suez. Un projet national. Entièrement financé et réalisé par des Égyptiens. Bonsoir. Suite donc à l'assassinat de la députée britannique travailliste Jo Cox. Donc jeudi dernier, les drapeaux de Buckingham Palace, du Parlement et du 10 Downing Street, la résidence officielle du Premier ministre, étaient en berne. La reine a aussi adressé un message de soutien à Brendan Cox, le mari de la défunte. On connaît tous que cet assassinat a donc suspendu immédiatement la campagne du référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne. Donc on va parler de l'actualité au Royaume-Uni à la lumière de cet incident malheureux. Nous avons donc pour parler de ce dossier Dr Ismail Hamed. Bonsoir Dr Ismail Hamed, vous êtes historien et vous êtes aussi analyste politique. Donc on commence justement avec ce dossier. Comment avez-vous trouvé cet assassinat, cette tuerie vraiment sauvage et qui a secoué la Grande-Bretagne et l'Union européenne peut-être dans l'ensemble? Je pense pour la séparation de la Bretagne et de l'Union européenne, c'est une chose prévue. Parce que depuis longtemps, les Britanniques, ils parlent souvent qu'ils ne sont pas satisfaits d'être un membre de l'Union européenne. Toujours, ils parlent qu'ils n'ont pas de politique commune européenne. Ils trouvent même géographiquement que la Bretagne, c'est une île. C'est loin de l'Europe.
Donc même presque, il n'y a pas des géographies presque pareilles. Ils sont isolés avec leur politique. Et les Britanniques, toujours, ils montrent leur dissatisfaction contre l'intervention ou par rapport quand ils trouvent beaucoup de pays européens qui rejoignent, ou beaucoup de pays de l'Est de l'Europe qui rejoignent l'Europe. Ça, ce qui fait beaucoup de faiblesses économiques et même politiques aussi pour l'Union européenne. Donc pour moi, par rapport la séparation de la Bretagne et de l'Union européenne, c'est une chose prévue depuis longtemps. Ils parlent de ça. Donc je trouve même l'opinion publique britannique alors près de cette décision-là. Très bien, on va justement revenir sur ce point concernant l'appartenance justement du Royaume-Uni à l'Union européenne, et les coulisses aussi de ce qui se passe au Royaume-Uni actuellement. Mais je voulais en fait commencer avec ce meurtre. Quel rapport pourrait-il avoir lieu entre ce meurtre et ce référendum prévu? Est-ce qu'il y a un certain rapport? Peut-être, bien sûr. Il y a toujours de suspects, il y a toujours des liens qui se rattachent alors les deux points. Mais alors, pour moi, par rapport à la décision, c'est une chose différente, pour la séparation et tout ça. Et par rapport au meurtre et pour l'assassinat, comme vous avez déjà dit, alors peut-être il y a du lien entre ça et l'autre, mais toujours on doit tendre un petit peu pour savoir beaucoup de détails concernant tout ce qui se passe et c'est assez dense. Et pourquoi était fait dans ce moment actuellement. Donc on doit attendre un petit peu pour savoir beaucoup de détails de tout ce qui se passe maintenant. Très bien, là il faut rappeler que Jo Cox, elle était pro-européenne, elle était engagée aussi dans la défense des réfugiés syriens, mère de 2 enfants. Elle militait aussi, il faut rappeler, pour le maintien de son pays dans l'Union européenne. Donc justement, est-ce qu'on a commencé à parler de ce rapport entre ce meurtre et le référendum? Si vous avez suivi un petit peu l'actualité, ce qui se déroule au Royaume-Uni. On parle d'un personnage très connu en Bretagne, un grand diplomate, quelqu'un qui connaît beaucoup de détails de lui par rapport de ses déclarations et même aussi pour son attitude et tout ça. Bien sûr, on doit relayer tout ça. Et par rapport peut-être, quand on rappelle Diana, la princesse, quand elle était morte, elle était aussi assassinée à Londres, dans des conditions peut-être aussi. Donc, je ne sais pas, l'intelligence, toujours, il y a des liens avec tout ce qui se passe là. Mais aussi, on ne doit pas accélérer d'avoir des résultats ou d'avoir des décisions. Toujours, on doit attendre de savoir les enquêtes et tout ce qui nous donne par rapport aux déclarations officielles de la Grande-Bretagne. Donc, c'est important aussi d'attendre. D'attendre les enquêtes. Donc, justement, avant de continuer, permettez-nous de suivre ce commentaire justement sur ce dossier. Je rappelle donc que David Cameron a lancé récemment un appel à la tolérance. Récemment, c'était en fait vendredi. Il a lancé cet appel vendredi en rendant hommage à Bristol, à la députée travailliste Jo Cox, sauvagement tuée jeudi dans cette ville du nord de l'Angleterre. Il a rappelé le Parlement pour une session extraordinaire demain lundi. Donc il faut aussi rappeler que suite à cet assassinat, les deux camps du référendum ont décidé de mettre la campagne entre parenthèses alors que les Britanniques doivent se rendre justement aux urnes le 23 juin prochain. Je vous laisse avec ce commentaire signé Dalia Karam. On se retrouve juste après. La haine, les divisions, nous devrions les chasser de notre vie politique, de notre vie publique, de nos communautés. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre britannique David Cameron en rendant hommage à Bristol, à la députée travailliste Jo Cox, sauvagement tuée la veille dans cette ville du nord de l'Angleterre.
Il a rappelé le Parlement en vacances depuis mercredi pour cause de référendum sur l'Union européenne la semaine prochaine pour une session extraordinaire lundi pour rendre l'hommage qui est dû à Jo Cox au nom de tous ceux qui dans ce pays chérissent la démocratie, la liberté de parole et d'expression politique. Le meurtre de Jo Cox, âgé de 41 ans, mère de 2 jeunes enfants, a provoqué la suspension immédiate de la campagne du référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne. Elle restera suspendue au moins jusqu'à dimanche, ont annoncé les 2 camps. Alors que le meurtrier aurait crié « Britain first », la Grande-Bretagne d'abord, selon des témoins, des médias n'hésitaient pas à mettre en cause l'agressivité de la campagne politique dans son acte. Le quotidien The Guardian a dénoncé un ton brutal qui attise les divisions. Le Spectateur a blâmé jeudi soir le camp pro-sortie de l'Union européenne, mettant en cause directement le leader du parti europhobe et les chefs de file de la campagne pro-Brexit. Vendredi, la chancelière allemande Angela Merkel a mis en garde contre l'exagération et la radicalisation partielle des discours qui ne participent pas à la création d'une atmosphère de respect. Le ton devrait désormais changer, estiment les analystes, ajoutant que le camp du Brexit va devoir faire plus attention à son langage. Mais aucun ne s'aventure à pronostiquer les conséquences sur le résultat du vote de ce drame, alors que les dernières enquêtes d'opinion avant le meurtre donnaient le camp du Brexit en tête. Vendredi, la bourse de Londres progressait cependant et la livre se reprenait. Face au dollar, les marchés semblant, eux, estimer que le meurtre de la députée et la suspension de la campagne pouvaient bénéficier au camp du maintien dans l'Union européenne. Selon des témoins, Thomas Mehr lui a tiré dessus 3 fois avant de la poignarder à plusieurs reprises alors qu'elle gisait en sang sur le sol. L'homme de 52 ans, soupçonné d'être proche de l'extrême droite, a été arrêté peu après les faits. Vendredi, dans le centre de Birstall, les habitants continuaient de déposer les fleurs et des cartes au pied de la statue de Joseph Priestley, théologien et philosophe. Les drapeaux du Buckingham Palace, du Parlement et du 10 Downing Street, la résidence officielle du Premier ministre, étaient en berne. La reine a adressé un message de soutien à Brendan Cox, le mari de la défunte. Dans un geste de solidarité, le Parti conservateur a décidé qu'il n'alignerait pas de candidat face au Parti travailliste pour l'élection du remplaçant de Jo Cox dans la circonscription de Birstall. Donc on reste avec ce dossier et là donc il faut parler maintenant de l'enjeu. Lorsqu'on parle d'un tel référendum, on parle d'un enjeu unique, l'enjeu unique de ce vote, quand il s'agit donc d'une élection générale, législative ou présidentielle. En cas de défaite, on essuie un revers pour un certain moment, mais on peut à tout moment retenter sa chance. Donc, au scrutin suivant, là, il n'y aura pas de chance. Oui. On me pose une question et la réponse doit être ou bien avec le oui, ou le non. Oui. Donc, la suite avec ses conséquences considérables et irrévocables. Justement, quelles pourront être les conséquences pour le oui et pour le non? Ok, donc, alors, comme on a déjà dit, donc on doit séparer alors pour le choc de meurtre pour la députée alors britannique concernant cette affaire-là, mais par rapport à la décision en Grande-Bretagne pour les Britanniques en général et même aussi pour le régime politique là-bas et tout ça, c'est la séparation. On a déjà dit alors donc l'attitude. Maintenant, je pense que c'est vers, alors oui, pour se séparer de l'Union européenne. Les Britanniques, les Anglais, ils regardent maintenant l'Union européenne. C'est pas assez forte, c'est économiquement, c'est pas de bon état comme elles imaginent. Aussi, tous les membres, ceux qui rejoignent de ça, donc ils doivent aussi donner beaucoup de choses pour les autres membres alors, de l'Est de l'Europe, ceux qui rejoignent de l'Union européenne. Ça fait beaucoup aussi de problèmes économiques pour la Grande-Bretagne. Et je pense aussi même pour la monnaie, on regarde par rapport à la monnaie, les Britanniques depuis le début de l'Union européenne, ils n'ont pas rejoint avec la monnaie européenne de l'euro et tout ça. Et jusqu'aujourd'hui? Oui, voilà, jusqu'à maintenant. Ça montre aussi qu'ils ne sont pas satisfaits de... Alors, même pas pour la libre circulation aussi, ils ne font pas partie
sortie de la zone de libre circulation, ils ont leur visa indépendant. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et toujours, alors, par rapport à la politique pour les Européens, par tout ça, donc c'est toujours la Grande-Bretagne, c'est un petit peu loin par rapport aux Européens. Elle essaie toujours de démontrer l'indépendance pour sa politique et son attitude et ses relations avec tous les autres pays. Et même aussi qu'il y a aussi un secrétaire général de l'Union européenne ou quelqu'un qui est responsable pour les affaires étrangères pour les Européens. Toujours les Anglais, ils ne sont pas d'accord avec cette attitude-là. Donc là, il faut rappeler que selon les derniers sondages, le oui et le non étaient plus ou moins coude à coude. C'est-à-dire, on parlait de 41%, 49, 51, ainsi de suite. Donc, permettez-nous de savoir aussi l'opinion de Dr Khaled Abdelhafiz, rédacteur en chef d'un site d'information en ligne. Bonsoir, Dr Khaled Abdelhafiz. Bonsoir. Donc, on parle justement de cet enjeu unique ou l'enjeu unique de ce vote. Comment voyez-vous justement ce référendum qui devrait avoir lieu le 23 juin courant? Oui, donc après l'arrêt de campagne concernant ce référendum pendant 2 jours, il y a quand même un basculement des opinions. Oui. Le dernier sondage, 3 derniers sondages annoncent un inversement de tendance. Le oui, cette fois, l'emporte dans 2 sondages, de Mail au Sunday Time. Elles sont à égalité pratiquement dans un 3e sondage, ce qui montre que, a priori, à 2 jours, à quelques jours du référendum, donc le oui l'emporte, plus ou moins. Ça, on le verra donc le 23. Donc, a priori, le facteur le plus important de ce changement d'opinion publique, ce sera le crime commis ce jeudi contre la députée britannique Madame Cox. Justement, est-ce que vous pouvez trouver un certain lien ou un rapport entre l'assassinat de la députée travailliste Jo Cox et ce référendum? Là, il faut aussi rappeler que ceux qui sont pour le oui au sein du Royaume-Uni sont plutôt le camp des travaillistes. Et par contre, ce sont les conservateurs qui sont pour la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. En fait, il y a un direct. Avant sa mort, les sondages annonçaient donc le Brexit gagnant. Et cette fois, c'est les pro-Union européenne qui sont gagnants. Donc, sa mort, c'est le point de changement de situation. Maintenant, est-ce que ça a été voulu ou pas voulu? Donc, nous, on n'en sait rien. Mais ce qui est un peu étrange, qu'il y a un politicien français, candidat aux élections présidentielles avant-dernier, M. Asselineau, qui a annoncé un crime politique en Grande-Bretagne en faveur de oui, en faveur donc que la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne. C'est un peu intriguant, c'est confus, c'est pas très clair, mais ce qu'on constate de manière évidente, que ce crime-là a changé l'opinion publique. Très bien. Aujourd'hui, il y a une suspension de la campagne du référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne. Est-ce que vous trouvez que cette suspension va se poursuivre pour longtemps ou le référendum va avoir lieu à la date prévue? Le référendum va avoir lieu, ça c'est certain. Oui. La suspension, juste pour la campagne, oui. Oui, la suspension, elle est déjà finie. Donc aujourd'hui, c'est reparti. Oui. Ils vont donc, les partenaires vont chacun plaider en faveur de ce qu'ils pensent. Elle reste même quelques jours. Il reste peut-être 3-4 jours. Mais par contre, ce qui est maintenant dominant, c'est qu'on calme un peu, parce que c'était un peu nerveux auparavant, et ça s'est terminé par un crime. Là, maintenant, tout le monde demande d'apaiser le climat et de faire des campagnes sereines.
À mon avis, la tendance va se poursuivre. Très bien. La date maintenue, est-ce que vous trouvez qu'un tel incident peut avoir aussi un certain impact sur le vote même? Est-ce que les deux camps, je veux dire, est-ce qu'il pourrait y avoir des voix qui vont changer un petit peu d'avis, si on peut dire, ou ça n'a rien à faire avec, ou cet assassinat n'a rien à faire avec le référendum même et l'avis des Britanniques? En effet, dans les 3 derniers sondages, ce qui est remarquable, qu'il y a environ 12-13% d'opinions non déclarées. Cela, c'est jamais le vote, donc leur opinion peut changer complètement la donne. C'est possible. Mais à mon avis, le crime a fait reculer certains votants et peut-être il y aura moins de participation dans ce référendum-là. Et nous avons été habitués en Europe. En Grande-Bretagne, on n'a pas vu ça, mais on a vu ça en France et on a vu ça, je pense, au Danemark. Que même après un référendum, si le résultat ne plaise pas au gouvernement, on fait passer autrement à travers le Parlement. Je ne pense pas qu'en Grande-Bretagne, ça va se passer comme ça, mais je pense que le gouvernement fait tout pour que le oui, le maintien de la Grande-Bretagne en Union européenne, donc en Union européenne, soit gagnant après le référendum. Très bien. Je vous remercie infiniment, Dr Khaled Abdelhafiz. Vous êtes rédacteur en chef d'un site d'information. Merci à vous. Merci de vos explications. Je reviens à vous, Dr Ismail Hamed, et je vous pose la même question. Est-ce que vous trouvez que justement après cet assassinat, il pourrait y avoir un certain changement dans la voix, dans la vie des Britanniques? Je ne pense pas. Alors pour moi, ce crime-là, c'est un crime pénal, c'est quelque chose comme ça. Ce n'est pas un crime politique. C'est un crime politique peut-être parce que c'est la débuté travailliste, elle a des attitudes ou des opinions contre Israël et contre ou avec ce voilà. Elle a des décisions, elle a des déclarations contre Israël, oui, ça doit être comme un crime politique, ça doit être très clair. Mais par rapport à son attitude pro ou contre l'Union européenne et tout ça, je pense que c'est un crime normal, peut-être c'est concernant d'autres choses et tout ça, mais comme on a déjà dit, alors on doit attendre de savoir les enquêtes et tout ce qui se passe concernant ça. Mais même avec l'assassinat, avec le choc, avec l'assassinat ou le meurtre de la députée britannique, mais bien sûr, ça change pas beaucoup de choses par rapport à la conviction, les quoi, qu'est-ce qu'on peut dire, l'attitude du citoyen britannique. Donc, si elle est convaincue alors de se séparer ou d'être indépendante de la politique européenne, c'est un tel assassinat, un tel meurtre comme ça ne change pas pour la conviction d'un citoyen britannique et même aussi pour le régime, pour le Premier ministre britannique et tout ça. Et pour moi, je trouve que toujours les Britanniques, elles ne sont pas satisfaits de la politique de l'Union européenne, soit par rapport à la politique, l'attitude économique, politique et tout ça. Et toujours peut-être les Européens, ils volent un petit peu loin de la politique américaine. On connaît toujours l'histoire de relations entre les Britanniques et les Américains, par exemple, toujours. Si on parle comme une sorte de coalition entre les deux. De toute façon, les États-Unis sont pour le maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne, pas le contraire. Donc, oui, mais ça va. Bien sûr, les États-Unis doivent montrer toujours qu'elle est tout près des Européens, toujours avec la coalition européenne et l'unité des Européens et tout ça. Ça, c'est par rapport aux déclarations. Les déclarations comme ça, oui, on doit parler comme ça. Mais c'est par rapport au scénario secret, tout ça, bien sûr, les États-Unis, de ses intérêts, c'est important pour elles, pour la séparation de la Britannique de l'Union européenne. Ça fait du faiblesse de l'Union européenne, ça fait toujours des dispersés, ils ne sont pas d'une seule force et tout ça. Donc ça doit être plus facile pour les États-Unis de contrôler les Européens beaucoup plus qu'avant. Mais avec le maintien, ça c'est contre la politique et les intérêts américains. Ça c'est logique.
Très bien. À quoi peut-on s'attendre après le 23 juin, date du référendum? Un retour au calme au sein du Royaume-Uni, c'est-à-dire au cas de selon les analyses, au cas de victoire écrasante du Remain, le maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne, ce qui est le scénario le plus improbable peut-être au niveau des derniers sondages. On peut supposer que les climats de tension s'apaiserait un peu. Par contre, en revanche, si le Brexit l'emportait, on entrerait dans une zone d'incertitude considérable. Et les marchés, surtout les marchés financiers, sont d'ailleurs déjà très inquiets. En sortant de l'Union européenne, le Royaume-Uni verrait une économie bouleversée. Donc, à quoi on doit s'attendre justement selon vous? Bien sûr, la séparation de Bretagne de l'Union européenne, ça a un coût très fort pour les Européens. Pour l'Union européenne ou pour le Royaume-Uni? Non, pour l'Union européenne, bien sûr. L'Union européenne, parce que les Européens, ils ont besoin de la Bretagne. C'est un pays avec une économie très très forte, c'est aussi avec une monnaie très forte, aussi c'est avec une histoire, avec une force des armes, avec beaucoup de choses. La Grande-Bretagne, c'est un membre de 5 pays, de Conseil de sécurité. Non, c'est une grande force, un grand pouvoir. C'est un pôle, bien sûr, international pour les Britanniques. Ça, c'est un grand dommage pour les Européens. Mais par rapport à la politique britannique, par rapport aux intérêts britanniques et tout ça, ça c'est différent. Peut-être les Anglais regardent ça, pour eux, c'est une victoire pour se séparer des Européens et tout ça, pour avoir leur politique spéciale, privée, indépendante, loin de tout ça. Mais en toute façon, les Européens, maintenant, ils sont plus quoi, on peut dire plus sages de savoir que ça doit être plus calme avec les Britanniques parce qu'ils connaissent bien l'attitude envers ce vote, le prochain et tout ça. Donc, pour moi, ça va passer calmement, mais ils ont un défi par rapport aux intérêts de tous les Européens, même pour les Britanniques eux-mêmes, alors c'est pour l'unité. L'unité, c'est très important pour tout le monde maintenant, parce qu'il y a toujours beaucoup de défis qui menacent les Européens, le terrorisme, il y a beaucoup de choses qui sont comme ça, et la Grande-Bretagne, c'est pas très loin, même c'est une île loin de l'Europe, au milieu de l'Atlantique et tout ça, mais c'est pas très loin de danger, tout ça. L'unité, c'est très important, on parle en général, mais par rapport à chaque pays, avec sa politique, avec sa vision de tout ce qui se passe, alors on verra tout ce qui se passe après. Ceux qui sont pour la sortie, ils estiment aussi qu'il est temps de rendre à la Grande-Bretagne sa grandeur. Donc, ils parlent d'un temps un petit peu de fierté. Oui, et là, tout à l'heure, vous parlez de l'intérêt qu'a l'Union européenne d'avoir un pays aussi fort que la Grande-Bretagne avec son histoire, avec son économie, tous les atouts en fait. Mais quel est l'intérêt pour le Royaume-Uni de rester au sein de l'Union européenne justement? Bien sûr, comme on a déjà parlé. Alors toujours l'Union. Oui, l'Union. Toujours, alors les Britanniques ont toujours l'histoire. L'histoire de l'Empire britannique, toujours que le soleil brille, que le soleil ne soit pas disparu de cet empire-là. Donc, pour eux, elles n'imaginent pas que d'être juste un membre d'une réunion d'à peu près 25 pays européens, qu'ils doivent avoir toujours la même politique, les mêmes décisions, les déclarations, et tout ça. Ça fait partie de cet amalgame pour les Britanniques. Mais comme déjà dit, alors ils doivent toujours compter les dommages, les privilèges de tout ce qui se passe comme ça, mais ça doit être un grand dommage pour tout le monde, mais ça c'est plus que pour la Réunion européenne, plus que pour les Britanniques. Parce qu'aussi, c'est imagine qu'il y avait, depuis quelques années, il y avait beaucoup de pays de l'Est de l'Europe qui rejoignaient l'Union européenne. On parle de la Pologne, de Roumanie, beaucoup de pays qui n'ont pas d'économie très forte. C'est ce qui fait toujours beaucoup de l'ordure économique sur les Européens et les pays riches comme l'Allemagne, la France, comme la Grande-Bretagne. Et ce pays-là, ce qui paye beaucoup par rapport aux nouveaux membres de l'Union européenne. Ça fait beaucoup de problèmes économiques pour le pays et en même temps pour les citoyens parce que ça fait beaucoup d'impositions, beaucoup d'impôts, beaucoup de taxes comme ça. Ça fait beaucoup de problèmes économiques pour le pays.
Oui. Avec une sortie de l'Union européenne, est-ce que le Premier ministre David Cameron sera poussé à la démission? Peut-être, alors, pour lui, il est d'accord avec d'être un membre de l'Union européenne. Alors, pour vous, c'est-à-dire, c'est un échec pour sa politique et tout ça. Donc, il trouve que une opinion publique, alors c'est contre sa façon et contre alors, son attitude. Je pense qu'elle va déclarer quelque chose comme ça. Mais je ne sais pas, c'est pour ces gens-là et ils respectent toujours l'union publique, toujours le vote de leurs citoyens. Donc pour eux, ça c'est normal. Pour un Premier ministre qui, quand il trouve qu'il y a un vote contre sa façon ou contre son attitude, alors il va démissionner de ça. Peut-être. Si le oui l'emporte, la sortie, je veux dire la sortie de l'Union européenne l'emporte, et la Grande-Bretagne va s'engager dans une période d'au moins 2 ans de négociations où chaque conséquence du Brexit devrait être discutée. On va donner comme exemple le taux d'imposition des produits britanniques exportés vers l'Union européenne, le droit des résidents britanniques en Europe, les droits des Européens qui résident en Grande-Bretagne, bref, tous les accords qui lient les pays européens entre eux devraient être négociés. Donc, c'est aussi un travail énorme. Oui, c'est les conséquences, bien sûr. Il y a des conséquences très fortes par rapport aux deux parties, particulièrement pour les Britanniques, parce qu'avec les facilités d'être un membre de l'Union européenne, ça donne beaucoup de facilités pour les citoyens européens et pour les citoyens britanniques d'aller en Europe, dans tout le pays, sans des problèmes de frontières, et comme ça, avec des cartes d'identité, n'ont pas besoin de visa, c'est comme ça. Alors, quand la Grande-Bretagne s'éloigne de l'Union européenne, bien sûr, ça fera beaucoup de problèmes pour les citoyens et tout ça. Parce que est-ce que les Britanniques ils sont prêts pour une décision très forte comme ça et pour payer aussi un prix par rapport à ça? Est-ce qu'ils vont gagner beaucoup d'autres choses par rapport à ce qu'ils vont perdre? Ils vont quitter ou ils vont abandonner la Union européenne. Donc c'est beaucoup de choses qu'on doit attendre de savoir tout ce qui se passe pour le moment. Et je pense aussi même pour l'attitude du public britannique dans l'euro, alors en France maintenant, par rapport aux spectateurs britanniques et leurs rebelles, leurs troubles qu'ils font à côté des matchs, c'est dehors de le stade. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de façons politiques qui nous montrent par rapport à tout ce qui se passe, et même pendant les matchs courants actuellement en France. Très bien. Nous sommes toujours dans les et les scénarios possibles. Je reste donc toujours dans ce contexte. Si jamais la Grande-Bretagne sorte de l'Union européenne, est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres pays qui font pareil? Est-ce qu'on peut voir dans quelques années comme, je ne sais pas comment dire, mais est-ce que l'Union européenne peut justement s'effondrer, disparaître au bout de quelques années? C'est-à-dire, la Grande-Bretagne, c'est un pays très fort, une économie très forte. Au sein de l'Union européenne, il y a l'Allemagne, il y a la France. Ce sont des pays aussi, mais ce trio faisait en fait le vrai poids de l'Union européenne avec une sortie. Royaume-Uni, est-ce que justement l'Allemagne et la France, qui sont peut-être aussi forts, si on peut dire, que la Grande peuvent se sentir seuls au sein de l'Union européenne, ils vont assumer un petit peu des conséquences assez lourdes, parce que lorsqu'on parle de l'Union européenne, il y a aussi des engagements, des responsabilités vis-à-vis des pays, surtout les plus faibles au sein de l'Union européenne? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y a d'autres sorties d'autres pays, parce que la Grande-Bretagne, c'est un cas différent. Oui, par rapport à la géographie, c'est un cas très très différent. Et par rapport à la politique, l'histoire de la Grande-Bretagne, par rapport à la France comme un pouvoir, un pôle mondial à travers l'histoire et tout ça, avec l'Empire britannique et tout ça, c'est différent. Les autres pays, donc si on parle pour les deux régions de l'Union européenne, l'Allemagne et la France. C'est les deux pôles là-bas, les deux pouvoirs
qui domine. Les deux pays se trouvent au milieu de l'Europe, et bien sûr, et si ou d'après la politique de la France, et particulièrement après la sortie de la Grande-Bretagne, bien sûr, le rôle de l'Allemagne ou la France, ça doit être plus fort dans la réunion, l'Union européenne, plus qu'avant, parce que maintenant, il n'y a que les deux forces ou les deux pouvoirs qui restent, mais je ne pense pas les autres pays économiquement ne sont pas très forts, donc ils ne peuvent pas risquer de sortir de l'Union européenne et de rester tout seuls sans des aides économiques, sans des aides des autres pays, aussi par rapport aux privilèges qu'ils gagnent avec leur partenariat avec la politique européenne. Donc pour moi, je ne pense pas qu'il y a d'autres sorties ou d'autres indépendances des autres membres de l'Union européenne. C'est la Grande-Bretagne et c'est un cas unique par rapport de tout ça. Et depuis longtemps, depuis vingtaine, trentaine d'années, alors les Anglais, ils ne sont pas satisfaits, ils ne sont pas convaincus d'être un membre de l'Union européenne. Même si tu parles avec des Anglais, ils parlent qu'on n'est pas une partie. Vous pensez qu'ils vont voter pour ou contre le maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne? Pour moi, c'est contre. Contre. Oui. Ils vont vouloir sortir. Oui, la sortie. Oui, c'est la sortie. Oui, c'est la sortie de l'Union européenne. Il faut se retrouver après le 23 juin. Ouais. Il faut se retrouver avec le 23 juin. Oui, on va voir. On verra. On verra. Donc, à moins d'une semaine, justement, de ce référendum sur l'Union européenne, la campagne était en suspens pour quelques jours. À quel point pensez-vous l'opinion, les médias jouent un rôle justement dans de tels référendums? Bien sûr, les médias toujours en Europe, alors aux États-Unis, alors c'est les médias là-bas qui contrôlent l'opinion publique et qui tournent les citoyens vers bien sûr certaines visions par une façon, par une attitude et tout ça. Donc c'est toujours par rapport les propriétaires de médias et des grands journaux là-bas, par rapport les propriétaires ou les chefs de ces journaux, tout ça. Donc c'est d'après leurs attitudes, ceux qui tournent et comme ça. Et comme on connaît qu'il y a toujours des forces financières là qui tournent et qui toujours montrent une vision, certaines visions, et qui vont toujours tourner les citoyens pour ça. Bien sûr, c'est les médias, elles représentent une force très très importante pour tourner vers le vote soit pour oui, soit pour non. Alors si on parle par rapport à ce qu'il y a dit aussi d'intervention américaine par rapport à tout ça, alors moi je pense qu'il y a une intervention américaine par rapport, parce que aussi les propriétaires des médias, même pour les juifs, tu connais que, oui. Alors il y a des juifs, ceux qui on connaît de propriétés juives, ceux qui comme ça. Et par rapport aux intérêts américains, c'est la séparation de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Ça, c'est logique que les médias représentent un moyen très efficace par rapport, soit pour le vote pour oui ou non. Maintenant, si vous trouvez que c'est le non qui va l'emporter pour une sortie donc de l'Union européenne, il faut se rendre compte d'une certaine réalité que les travaillistes, si je ne me trompe pas, le gouvernement, c'est plutôt un gouvernement travailliste, pas conservateur. Certainement, le Front conservateur a aussi son poids au Royaume-Uni, mais justement avec un gouvernement plutôt composé de travaillistes, c'est-à-dire avec ce front. Malgré ceci, vous pensez qu'il va y avoir une sortie. Donc je vais redire cette question. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement peut avoir un certain impact, peut influencer les électeurs? Bien sûr, je pense par rapport à la sortie, ça doit faire beaucoup de changements, particulièrement en Grande-Bretagne. Ça fait beaucoup de changements là-bas parce que, ça montre, c'est un échec de gouvernement, de Premier ministre et tout ça. Donc, on va attendre la démission de Premier ministre britannique après tout ça. Donc, est-ce qu'il y a encore une élection prochaine par rapport à tout ça? Donc, il y a de grands changements qui arrivent. C'est en cas de la sortie. C'est en cas que de maintien de l'Union européenne. Je pense que ça doit être plus calme
drame pour tout le monde, soit pour les Européens, alors soit pour le gouvernement britannique. Mais pour la sortie, non, il y a beaucoup de conséquences. Alors peut-être très très difficile pour le gouvernement britannique pour confronter tout ce qui se passe après la sortie et même aussi envers les électeurs britanniques, et c'est un échec pour le gouvernement. Donc, comme on a déjà dit, est-ce qu'il y a une démission attendue ou prévue pour le Premier ministre, oui ou non? Donc, il y a beaucoup de changements politiques qui arrivent. C'est en cas de la sortie ou pour dire alors non pour le maintien. Très bien. Justement, pour terminer, je reprends que 3 jours après la mort de Joe Cox, la campagne sur Brexit a repris aujourd'hui. Certes, la douleur était encore vive après le meurtre de la députée Joe Cox, mais la politique reprend le dessus. À 4 jours de ce référendum, plusieurs figures politiques, dont l'eurosceptique Nigel Farage et le travailliste Jeremy Corbyn, interviennent ce soir. Aujourd'hui, dans des émissions politiques à la télévision, le Premier ministre David Cameron répondra quant à lui aux questions du public ce soir en direct à la BBC. Néanmoins, la campagne suspendue jeudi ne devrait véritablement reprendre officiellement que mardi, donc à 2 jours du référendum, avec un débat organisé dans la Wembley Arena devant 6000 personnes. Là, selon les analyses, il faut mentionner aussi que le drame semble déjà avoir un impact sur l'issue justement possible du vote le 23 juin prochain. Sur une étude de l'Institut Survation pour le Mail on Sunday, le camp du maintien du pays dans l'Union européenne récolte 45% des suffrages contre 42% pour le out ou la sortie, certainement pourtant pressenti gagnant ces derniers jours. Parallèlement, l'enquête sur le meurtre de cette femme progresse. Mort, traître, liberté pour le Royaume-Uni. C'est par ces mots que le meurtrier présumé de Joe Cox s'est présenté samedi pour la première fois devant la justice. Et Thomas Mehr, âgé de 52 ans, a prononcé ces mots lorsqu'il a été invité a décliné son identité devant le tribunal de Westminster. Donc on va tourner la page pour le moment en attendant justement le résultat de ce vote le 23 juin et on ouvre la deuxième page de ce débat avec le crash d'Égyptair. Donc je vous invite justement à suivre avec nous ce commentaire sur les derniers donc, éléments de cet incident. Donc on rappelle que la seconde boîte noire de l'Airbus A320 d'Égyptair qui s'est abîmée en mer le 19 mai dernier a été repêchée vendredi dernier. Le vendredi 17 juin, justement, l'enregistreur de voix avait été récupéré la veille en Méditerranée. Je vous laisse avec les détails et ce commentaire signé d'Alia Kala. La seconde des 2 boîtes noires de l'Airbus A320 d'Égyptair a été repêchée vendredi 17 juin 2016 au lendemain de la récupération de la première boîte noire. En effet, l'enregistreur de voix CVR Cockpit Voice Recorder a été retrouvé en morceaux, a annoncé la commission d'enquête égyptienne dans un communiqué jeudi 16 juin 2016. Mais les équipes de recherche ont pu récupérer la partie la plus importante de l'enregistreur, celle qui contient la mémoire de l'appareil. Cette boîte noire qui fonctionne comme un magnétophone contient généralement jusqu'à 2 heures de conversation, voix du commandant de bord et du copilote, communication entre le cockpit, le chef de cabine et les hôtesses et les stewards, mais aussi des bruits d'ambiance dans l'avion. La boîte noire sera livrée aux enquêteurs qui doivent récupérer et analyser les conversations selon le communiqué égyptien. Elle sera débarquée au port d'Alexandrie puis transférée au Caire, au siège de la commission d'enquête épaulée par des experts français du bureau d'enquête et d'analyse, le BEA, et du constructeur européen Airbus. Le BEA a d'ailleurs indiqué dans un communiqué qu'un de ses enquêteurs se rendrait vendredi 17 juin au Caire afin d'apporter son expertise technique à la lecture de l'enregistreur.
Le 19 mai 2016, l'Airbus A320 reliant Paris au Caire s'est abîmé avec 66 occupants, dont 40 Égyptiens et 15 Français, après avoir soudainement disparu des écrans radars pour des raisons encore indéterminées. C'est le jeune Letterbridge, un navire de la compagnie française Deep Ocean Search, basé à Maurice et spécialisé dans la recherche et la fouille des épaves à très grande profondeur, qui a retrouvé et repêché le CVR, a ajouté la commission d'enquête. Quelques heures avant l'annonce de la découverte de la boîte noire, Airbus avait rappelé que seul l'examen des enregistreurs de vol pourrait permettre de contribuer à comprendre complètement l'enchaînement des événements qui ont conduit à ce tragique accident. Les recherches sont menées à environ 290 km au nord de la côte égyptienne, entre la Crète et l'Égypte, à une profondeur de 3000 mètres maximum selon les enquêteurs. Le Jean Letterbridge est équipé d'un robot conçu pour cartographier précisément les fonds et remonter des petits éléments immergés jusqu'à 6000 mètres de profondeur. Mercredi 15 juin, la commission d'enquête a annoncé la découverte de fragments de la carlingue au fond de la Méditerranée. Le vol MS-804, qui avait décollé de Paris peu après 23 heures le 18 mai 2016, avait subitement disparu des écrans radars alors qu'il venait d'entrer dans l'espace aérien égyptien. Juste avant cette disparition et 2 minutes durant, le système de transmission automatisé de messages de l'appareil avait indiqué que 10 alarmes s'étaient déclenchées à bord. Elle signalait de la fumée dans le cockpit, dans une toilette et sous la cabine de pilotage, ainsi qu'une défaillance de l'ordinateur gérant les commandes de l'avion. La commission d'enquête égyptienne a confirmé que l'appareil avait effectué un virage brutal à 90 degrés sur sa gauche, puis une vrille de 360 degrés à droite, probablement avant d'entamer sa chute. 40 Égyptiens, dont 8 membres d'équipage et 15 Français, se trouvaient à bord, ainsi que 2 Irakiens, 2 Canadiens et des ressortissants d'Algérie, de Belgique, de Grande-Bretagne, du Tchad, du Portugal, d'Arabie Saoudite et du Soudan. Donc, ce sont les dernières informations justement sur les 2 boîtes noires. Et justement, pour plus de précisions sur ce dossier, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne en direct M. Rez Shahat, ancien porte-parole de la communauté égyptienne en France. Bonsoir, M. Rez Shahat. M. Rez Shahat, bonsoir. Donc, on revient, justement, on va essayer d'avoir M. Rez Shahat encore une fois. Je reviens à vous, donc, docteur Ismail Hamed. Justement, on parle des 2 boîtes noires qui ont enfin été repêchées, justement, un jour, et puis le jour suivant, justement, la 2e boîte noire. Malheureusement, l'enregistreur de voix, le cockpit voice recorder a été retrouvé en morceaux, mais déjà, les équipes de recherche ont pu récupérer la partie la plus importante de l'enregistreur, celle qui contient la mémoire de l'appareil. Cette nouvelle, comment voyez-vous cette nouvelle et à quel point ça peut justement aider les enquêtes? Mais permettez-moi de reprendre justement cet appel. Monsieur Rez Shahat, bonsoir. Monsieur Rez Shahat, vous êtes ancien porte-parole de la communauté égyptienne en France. Bonsoir. Oui, bonsoir madame, merci de m'avoir interpellé. Mais merci à vous. Justement, selon vous, à quel point ces 2 boîtes noires peuvent aider les enquêtes et les enquêteurs? Oui, maintenant qu'on a récupéré les boîtes noires, enfin, les familles des victimes vont avoir une réponse par rapport à ce drame. Donc moi, je me permets de nouveau de présenter mes condoléances aux familles des victimes de l'avion. Bien sûr, ce n'est pas la première fois que des avions y tombent et la France elle a quand même une grande expérience pour analyser les boîtes noires. Donc c'est une question de jours maintenant pour savoir ce qui s'est passé exactement. Mais moi, comme j'ai dit dans des anciennes interventions de ma part, que c'est un acte de terrorisme et j'ai parlé également du directeur de la sécurité intérieure en France qui avait dit que la France allait
cible est très important. Il a dit ça, il a déclaré ça quelques jours avant l'attentat. Et il a dit que la France est cible privilégiée pour le terrorisme, notamment par rapport à son alliance stratégique avec l'Égypte. Donc les boîtes noires vont parler maintenant, c'est le plus dur est fait. Le plus dur est fait, on a capté les boîtes noires, maintenant c'est question de jours et on va tous savoir ce qui s'est passé. Très bien. Justement, est-ce qu'on suit toujours l'actualité en France? Est-ce qu'on suit toujours les nouvelles concernant justement ce vol et cet avion qui s'est abîmé le 19 mai dernier? Oui, de toute façon, on n'est pas malheureusement en France, on n'est pas à sa première affaire terroriste. Là, il y a lundi dernier, nous avons assassiné lâchement un officier de police français qui s'appelle Jean-Baptiste et sa femme Jessica, et on l'a égorgé devant un enfant, Mathieu, qui a 3 ans. Donc la France, elle reste toujours cible au terrorisme et c'est malheureux à dire. C'est exactement ce qui se passe en Égypte et ce qui se passe en France. Donc maintenant, il faut vraiment voir une solution pour combattre le terrorisme au niveau mondial et pas seulement au niveau local. Très bien, je vous remercie infiniment. Monsieur Rizk Chahata, vous êtes ancien porte-parole de la communauté égyptienne en France. Merci à vous. Donc, un dernier mot concernant justement ces 2 boîtes noires et à quel point ils peuvent justement aider à savoir ou à répondre aux questions concernant justement ce vol. Oui, c'est important et pour l'Égypte, plus que la France. Alors, toujours, il y a pour les médias en France, en Europe et tout ça, c'est toujours contre l'Égypte. Alors, donc l'Égypte s'est chargée du problème. Même si ce problème, c'était hors l'Égypte. Alors, oui, l'avion, c'est Egypt Air, mais l'avion était sorti alors, de Paris, de Charles de Gaulle. Donc, toujours les mesures de sécurité. Alors, c'est chargé par les Français. Et même, c'était un crash en Grèce. C'est très loin de l'Égypte. Donc, il faut attendre justement les enquêtes et Bien sûr. à quel point justement ces 2 boîtes noires peuvent aider justement à répondre aux questions. On suspend toujours. Docteur Esmaïl Hamed, vous êtes historien et analyste politique. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Madame, monsieur, merci aussi à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir.